Donc, je vais commencer par qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis. C'est tout le temps la fameuse question, hein, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je suis plus la même personne que j'étais, v'là, je dirais, 20-25. En fait, je suis fille unique. Moi, je viens de Thetford Mines, fait que Drummondville et tout ça, c'est Victoriaville, c'est près de chez nous, ça. Je viens de Thetford Mines et puis je suis fille unique et j'ai été élevée dans une... en fait, mon environnement, c'était très, 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 très restrictif. Autant au niveau social, donc je n'avais pas beaucoup d'amis, qu'au niveau même alimentaire, c'était restrictif, surtout principalement. Alors, j'ai développé des patterns de pas adéquats, pas assez. On me demandait beaucoup ça. Il y avait beaucoup d'attentes envers moi. Et comme je n'avais pas de référence, je tentais de faire du mieux que je pouvais. Et étant donné que j'avais de la restriction au niveau alimentaire, puis la restriction alimentaire, c'est que les gens, mes parents avaient le droit, eux autres, de manger du dessert, puis tout ça. Il y avait du chocolat, il y avait de tout chez nous, mais moi, je n'avais pas le droit. En fait, mes parents, il y avait une raison pourquoi ils ne voulaient pas me lancer dans ça, que je n'ai jamais su, mais en tout cas, il y avait sûrement une raison, parce qu'on fait toujours les choses pour une raison. Mais ce que ça a créé chez moi, c'est que j'ai développé de l'hyperphagie à cachette. J'ai commencé à manger à cachette. Et j'ai fait ça toute mon adolescence. Et à un moment donné, il y a été une période où est-ce que j'ai été 2 mois à l'extérieur de la maison et j'ai continué ce comportement-là. Et puis, j'ai pris pas mal de livres en 2 mois. Quand je suis revenue à la maison, c'est « Oh mon Dieu, t'es donc bien grosse ». Alors, je me dis encore une fois, Nancy, tu n'es pas correcte. Ça fait que je me suis dit, OK, checkez-moi bien aller. Ça fait que j'ai été complètement à l'opposé et j'avais pris, je pense, comme 30 livres durant cet été-là, où j'avais pris 20 livres, puis j'en ai perdu 30. Fait que donc, j'ai fait pendant une longue période de ma vie de l'extrême d'un côté, donc la boulimie, hyperphagie, boulimie, et de l'autre côté, anorexie. Alors, j'ai fait ce yo-yo-là, mais d'aller d'un extrême à l'autre. Toujours en quête de chercher qu'est-ce qui me manquait, puis je ne comprenais pas tout simplement qu'est-ce qui se passait exactement. J'ai essayé toutes sortes de diètes, donc nommez-les tous, je les ai tous essayées, même ma mère aussi. J'ai vu ma mère faire des diètes. Elle faisait la diète aux choux, la soupe aux choux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait qu'on mangeait de la soupe aux choux pendant une semaine de temps. Et puis, est-ce qu'on perdait du poids? Bien sûr qu'on perd du poids à travers la restriction. Mais ce n'est pas sain pour le corps. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Et puis, à un moment donné, donc j'ai fait ça jusqu'à la fin trentaine, donc aux alentours de 37-38 ans. Et à un moment donné, parce que vous savez que les changements, ça arrive toujours il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être quelque chose de tragique. Moi, j'étais dans une de mes phases d'hyperphagie. Et puis, j'avais ma fille à ce moment-là et j'ai rencontré les yeux de ma fille. Donc, elle n'était pas assez vieille pour me poser la question que c'est que tu es en train de faire là. Mais moi, je l'ai vu dans ses yeux que c'était la question qu'elle se posait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, ça, pour moi, ça a été une masse. Je me suis dit, ça ne se peut pas, Nancy, tu ne peux pas continuer comme ça. D'autant plus que moi, j'ai vu ma mère avec des problèmes au niveau de la nourriture. Et puis, je me disais, je peux pas inculquer ça à ma fille. Qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va grandir? Puis, quand elle va me voir, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête quand elle va grandir? Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec cette problématique-là. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Parce qu'en fait, tout changement débute par une décision. C'est ça qu'il faut faire, une décision. Je décide que c'est terminé. Maintenant, j'avais beau décider que c'était terminé, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas faire autre que ce que je connaissais, qui était faire des diètes. Mais j'avais essayé des pilules amaigrissantes aussi, j'avais essayé des crèmes amaigrissantes, parce qu'en fait, quand on joue au yo-yo comme ça, il y a de la cellulite, il y a toutes sortes de problématiques. Fait que j'avais tout essayé. Il n'y avait rien qui me donnait des résultats permanents. Fait que c'était tout le temps, il y avait toujours de la déception à un moment donné, de l'abandon, probablement des choses que vous rencontrez vous aussi également. Et je suis infirmière de formation, ça fait qu'à ce moment-là, j'étais infirmière, ça fait que je connaissais un petit peu quand même le fonctionnement du corps puis la psychologie, mais pas en profondeur, pas assez pour vraiment comprendre
Okay? Qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour m'en aller pour me défaire, en fait, de cette problématique-là que j'avais créée. Alors, je me suis dit, une des choses que les gens qui me connaissent savent, c'est que je suis une éternelle étudiante. Moi, j'adore étudier. J'ai jamais arrêté et j'aime beaucoup étudier avec les gens qui sont experts dans les domaines. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé une quête de développement, donc développement de moi. Et l'autre chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à cette époque-là, donc à travers tout ça, je vivais énormément d'anxiété. J'avais développé donc cette anxiété de performance. Donc, j'avais tellement de hautes attentes et de hauts standards et ma personnalité aussi faisait en sorte que je vivais énormément d'anxiété de ne pas être à la hauteur, pas être parfaite, pas être la personne parfaite, la mère parfaite ou la personne parfaite que je croyais qu'on demandait de moi. Alors, donc, ça faisait tout du sens de mieux comprendre comment je pouvais m'en défaire parce que j'étais aussi en affaires à ce moment-là, puis ça ne m'aidait pas beaucoup. Alors, j'ai commencé à m'instruire dans différents domaines, donc la PNL, la neuroscience, la psychologie, la nutrition, et puis auprès de gens avant-gardistes. Donc, pas juste à l'université ou à l'école, mais vraiment de gens qui sortaient un petit peu de la tendance naturelle puis culturelle, puis qui allaient un petit peu plus en profondeur pour comprendre vraiment comment ça se passe. Puis j'étais à la recherche de la vérité. Ça faisait partie de mes valeurs. Ça, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, pas savoir d'un, puis pas savoir les vraies choses. Il faut que ça fasse du sens dans ma tête. Ça a toujours été. Puis quand ça n'avait pas de sens, ben j'étais Thomas, moi. Il fallait vraiment que j'expérimente pour vraiment croire que oui, OK, je peux accepter cette croyance-là, ça fonctionne. Alors, j'étais à la recherche de la vérité. Ça fait que j'ai fait plein de formation, de cours. Et la dernière expérience, en fait, que j'ai eue, c'est en septembre dernier. J'ai fait un jeûne de 21 jours dans une clinique privée. C'est une clinique médicale, holistique. Donc, j'ai été suivie par des médecins et j'ai posé plein de questions aux médecins. J'ai compris plein de choses. Et eux, ça fait trentaine d'années qui sont installés et plus, en fait, parce que le prédécesseur a parti le protocole basé sur qui était malade, puis il s'est guéri de cette façon-là. Alors, j'ai appris beaucoup vraiment à comprendre la base et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ma mission à moi, c'est d'enseigner aux gens. C'est que mon coaching, c'est d'amener les gens à comprendre leur corps et leur psychologie parce qu'en fait, en tant qu'individu, moi, l'analogie que j'utilise, c'est comme si on est un pilote, hein, c'est un véhicule qu'on a, notre corps, c'est un véhicule, il nous permet de vivre. Et on est le pilote d'un véhicule qu'on n'a aucune idée comment il fonctionne. Ça fait que ça ne fait pas de sens. On devrait tous savoir ça. Ça devrait être enseigné à l'école, ça devrait être enseigné aux enfants parce que ça s'en vient de pire en pire avec notre culture, notre style d'alimentation nord-américaine et le fait qu'on est plus sédentaire, hein, et même nos enfants qui grandissent avec un téléphone dans les mains presque à 3-4 ans. Alors, ça ne va pas s'améliorer si on n'enseigne pas la base de comment notre corps fonctionne, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on prend du poids, puis qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à en perdre. Alors, ce que j'entends des gens, puis peut-être que vous allez vous retrouver dans ça, c'est que la perte de poids, hein, on est focalisé sur l'image. Nous autres, surtout la femme. C'est pour ça que je parle surtout aux femmes parce que c'est une problématique et on a une psychologie un petit peu différente de voir l'image, notre image corporelle. Et on trouve ça difficile de nous voir pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être. Donc, on difficile, puis on abandonne parce que ça demande de l'effort ou ça ne va pas assez vite. Ça, je l'entends souvent. On n'aime pas notre corps. Depuis 40 ans, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile. Puis c'est là qu'on a un gros point d'interrogation parce qu'on ne se comprend pas. Quand j'avais 20 ans, je n'avais pas de problème. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très mince, vraiment. C'est comme après, quand j'ai commencé mes problématiques, mes habitudes alimentaires, que j'ai commencé à prendre du poids. Mais de base,
mon squelette est quand même assez mince. Alors, des fois, on ne comprend pas comment ça se fait qu'à une période de notre vie, on commence à perdre du poids, on commence à prendre du poids, puis on a de la difficulté à le perdre. On manque d'énergie, puis là, on manque de temps, naturellement. Ça, c'est tout le temps la ressource qu'on manque le plus. On manque de motivation, de discipline, mais surtout, on ne comprend pas. Puis, on revient souvent à la case départ. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, on va parler du corps, on va parler de la psychologie, on va parler aussi des astuces d'auto-sabotage, de grignotage. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Je vais vous partager un lien qui va vous donner des outils. Donc, vous allez partir avec un petit cadeau, quelque chose que je vous ai préparé pour soit continuer votre cheminement ou l'entamer. Et on va parler surtout de 8 règles de base. Ça prend vraiment ces règles de base-là pour entamer un changement durable. Si vous voulez arrêter de jouer au yo-yo, vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce que ça prend pour cheminer vers quelque chose, vers une transformation durable. Alors, c'est tout à fait possible. Les gens, je vais vous montrer des témoignages de gens qui l'ont fait. Je l'ai fait, d'autres personnes l'ont fait. C'est tout à fait possible. Il faut juste savoir comment. Puis à la fin, je vais vous partager la cohorte qui commence bientôt sur comment construire un mode de vie qui est sain. Alors, la fameuse question, pourquoi je ne perds pas de poids? Ça, je l'ai tellement. Même les gens qui ont commencé mon programme, puis qui croient tout faire, tout bien faire, parce que souvent, c'est ça qu'on croit. On a la perception qu'on mange bien, puis on marche, puis on fait des marches, puis on bouge un petit peu, mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'on stagne ou comment ça se fait qu'on ne perd pas de poids. Bien, ce que j'ai vraiment, je dirais, concrétisé, c'est durant mon jeûne de 21 jours, l'expérience que j'ai faite en septembre dernier, c'est vraiment la compréhension que avant que le corps laisse aller ce qu'il a accumulé au fil des années, on a besoin de le guérir. Le corps est fait de cellules. Okay? La base de notre corps, c'est des cellules. On a des milliards de cellules. Les cellules, c'est des petites usines. Donc, imaginez ça, c'est des petites usines. Nos cellules ont besoin de respirer, ont besoin de... Je vais demander aux gens de se mettre en sourdine. Okay? Oui, c'est ça. Okay. Alors, des cellules, c'est comme des petites usines qui ont besoin de respirer, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin ils ont besoin d'excréter aussi, ils ont besoin de respirer. Alors, les cellules, les cellules, ça forme tous les organes de notre corps, ça forme tous nos systèmes, ça forme nos hormones, c'est la base de notre corps. Et au fil des années, lorsqu'on ne nourrit pas, nos cellules ont besoin d'être nourries de nutriments essentiels. Les nutriments essentiels, c'est les protéines, donc les acides aminés qui viennent des protéines, les acides gras qui viennent des bons gras et des vitamines et minéraux. Et lorsque nos cellules ne sont pas nourries adéquatement, même si on mange, et dans notre diète nord-américaine, majoritairement, à du 80% du temps, les gens vont manger des produits transformés. Donc, on a grandi, on a évolué, notre société a évolué dans la fabrication de nourriture plutôt que de manger la nourriture qui est vraie. Donc, la nourriture qu'on fait pousser dans les arbres, qu'on fait pousser dans la terre, et la nourriture qui vient comme de l'élevage, mais de l'élevage sain, pas de l'élevage là, à outrance, là, où est-ce qu'ils sont, les poules sont engraissées aux hormones, puis à toutes sortes toutes sortes de façons pour les faire grossir rapidement. Donc, lorsqu'on a une diète qui est 80% du temps transformée. Transformée, c'est tout ce que vous trouvez dans les sacs, dans les emballages, dans les boîtes, tout ce qui a été en usine. Donc, dans le fond, posez-vous la question, qu'est-ce que je mange? Ça pousse-tu? Est-ce que c'est frais? Est-ce que ça l'a poussé? J'aurais pu l'accueillir dans mon jardin. Si c'est oui, bien c'est vrai. Si c'est non, ça vient d'une boîte, bien ça a été usiné. Puis parce que ça a été usiné, bien ça a perdu ses nutriments. Alors, même si c'est marqué plein de choses, plein de bonnes choses sur l'emballage, c'est pas régulé, ça. Donc, ils peuvent compter toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de façons pour les compagnies alimentaires
utilisent toutes sortes de façons pour faire en sorte que leurs produits se vendent. Donc, ils vont vous dire qu'ils ont ajouté telle chose, puis ajouté telle vitamine, puis il n'y a pas de sucre. Puis finalement, quand on apprend à apprendre à lire les étiquettes, on s'aperçoit qu'on s'est fait biaiser. Okay? Ça arrive constamment. Donc, lorsqu'on grandit dans cette... Puis on fait qu'est-ce qu'on connaît. C'est qu'on grandit dans cette société de manger qu'est-ce qu'on croit qui est bon, mais qui est majoritairement transformé, bien, nos cellules se transforment. Okay? Donc, ils deviennent malades. Et principalement, la première transformation qu'on voit, c'est nos tissus adipeux. Donc, les tissus adipeux, c'est les cellules graisseuses qui se multiplient dans notre corps pour emmagasiner le trop que le corps n'a pas de besoin, mais que le corps n'utilisera pas, tout simplement. Et principalement, lorsqu'on mange des produits transformés, qu'il y a énormément de produits chimiques, donc des mots qu'on ne peut pas prononcer, il y a beaucoup de toxines qui se ramassent dans notre corps et le corps a besoin de se protéger. Alors, il va y avoir des molécules de gras qui vont entourer les toxines pour s'assurer que le corps reste en vie. Parce que c'est la base de notre cerveau, de notre corps, c'est de garder notre survie. Alors, il va tout faire. Donc, quand on prend du poids, il faut le voir comme un symptôme. Mon corps, il est en train de me dire qu'il y a des toxines, il y a de l'inflammation, il y en a du trop de qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il n'a pas besoin de ça, mais il faut qu'il le mette à quelque part. C'est pas juste, il ne peut pas juste l'éliminer, il a besoin de le mettre à quelque part. Alors, au moment où est-ce qu'on a des tissus adipeux, c'est des cellules qui se sont multipliées parce que les cellules adipeuses se multiplient. Puis, quand ils se multiplient, quand on veut perdre du poids, ils se multiplient puis aussi ils grossissent. Donc, ils deviennent gloutonnes. Ils veulent avoir plus de qu'est-ce qu'ils sont habitués de recevoir, puis surtout du sucre. Parce que dans notre alimentation nord-américaine, on a tendance à manger énormément de sucre. Donc, il y a eu un film qui a été fait là-dessus, un documentaire qui a été fait là-dessus, et c'est près de 1 kilogramme de sucre par semaine qu'on ingère à travers les aliments transformés. Alors, c'est énorme, 1 kilogramme de sucre par semaine, c'est énorme. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, au fil des années, c'est quand notre corps, il y a 20 ans, nos cellules sont comme neuves. Ça fait qu'ils peuvent, ils travaillent très fort, mais ils peuvent bien fonctionner malgré le surplus qu'on leur donne. Mais quand on avance en âge, donc 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis qu'on continue dans cette lignée-là, là, à ce moment-là, les cellules qui se sont multipliées, ils restent multipliés, même si on fait des régimes, puis que, oui, on en perd de la masse graisseuse, donc les cellules rapetissent, il restent multipliés. Donc, plus qu'on avance en âge, c'est normal qu'on ait plus de difficultés à perdre du poids. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire, comment on a besoin de réparer nos cellules pour que le corps puisse vraiment laisser tout aller, qu'est-ce qu'il n'y a plus besoin. Maintenant, au moment où est-ce qu'on commence à avoir des tissus adipeux de plus en plus, il y a une hormone qui, elle, son rôle, la leptine, son rôle, c'est d'envoyer un message au cerveau pour lui dire « il y a assez de gras, arrête de manger ». Mais quand il y a beaucoup de tissus adipeux, la leptine, c'est comme, voyez ça comme un courriel qui est envoyé, un message qui est envoyé au cerveau, c'est un courriel qui est envoyé au cerveau. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a énormément de courriels? Quand on a 10-15 courriels par jour, ça va bien, on est capable de gérer ça. Mais quand on a 200 courriels par jour, on a de la misère à gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ignore. Alors, à un moment donné, le cerveau ignore le message de la leptine. Et c'est la raison pour laquelle, même si on est en surplus de poids, puis même si on vient de finir de manger et on n'a pas faim, le cerveau nous envoie quand même le message qu'on a envie de manger parce que notre leptine est toute déréglée. Il y a aussi une autre hormone qui est très importante à prendre en considération, qui est en lien avec notre glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Le corps, il a absolument besoin de réguler le taux de glycémie dans le sang.
Et ça, vous avez sûrement entendu parler. C'est quelque chose que votre médecin vérifie, votre glycémie, votre taux de sucre, pour voir si vous n'êtes pas diabète de type 2, okay, qui est très, 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 très fréquent. Les statistiques nous démontrent que, puis ça vient de Statistiques Diabète Québec, nous démontrent que c'est une personne, présentement, c'est une personne sur 10 qui a développé le diabète de type 2. Il y a un énorme pourcentage qui sont en mode prédiabétique et qu'on ne le sait pas. Et il prévoit que, là, présentement, là, c'est les chiffres que je disais, il y a 537 millions de personnes au monde avec le diabète de type 2. Il prévoit que ça va doubler d'ici 2045. C'est quelque chose, ça. Le diabète de type 2 se développe à travers, c'est une problématique qui vient de la façon dont on mange. Ça se développe, c'est que le corps travaille très, très, très fort à garder notre glycémie à l'intérieur d'une certaine limite. Et pour ce faire, il doit libérer de l'insuline. Mais à un moment donné, quand le corps reçoit beaucoup plus de sucre que vraiment ce qu'il devrait recevoir, le pancréas qui fabrique l'insuline travaille très, très fort. Et les cellules deviennent, l'analogie que j'utilise là-dedans, là, c'est comme l'insuline, son rôle, c'est de transporter le glucide dans les cellules et aussi, quand on a besoin de glucides, ben, il transporte, en fait, il fait en sorte que le gras se transforme en glucose pour nous donner de l'énergie. Parce que, comme je vous dis, dans notre sang, on a toujours besoin d'avoir une régularité du taux de sucre pour qu'on ait de l'énergie, pour qu'on puisse fonctionner. On a besoin de ça. Mais au moment où est-ce qu'il y a trop d'insuline qui se trouve être dans le sang parce qu'il y a besoin de réguler la glycémie, les cellules, ils sont tannés d'avoir du sucre. Ils ne veulent plus entrer du sucre. Ça fait qu'ils ferment la porte. Ils ne veulent plus entrer de l'insuline. Ça fait qu'ils ferment la porte. C'est comme, il y a quelqu'un qui cogne à votre porte constamment. Là, vous commandez d'Amazon, puis le chauffeur cogne à votre porte pour vous livrer votre colis. Mais à un moment donné, c'est que tout le monde dans votre famille, puis mettons qu'il y a plein de monde dans votre famille qui commande, puis commande tout le temps, presque aux minutes. À un moment donné, là, quand vous avez quelqu'un qui cogne à votre porte, c'est comme, il laissera à la porte. Hein? Mais c'est un peu qu'est-ce que nos cellules font. C'est comme, laisse ça à la porte, là, on rentre plus, il n'y a plus de sucre qui peut rentrer dans les cellules. Fait que le taux d'insuline augmente dans le sang, et en même temps, le taux de la glycémie augmente. Et à un moment donné, vous allez chez votre médecin, puis là, votre médecin vous dit, bien, votre glycémie est trop haute, vous avez développé le diabète de type 2. Le diabète de type 2, avec un changement de mode de vie, il est renversable. Ça prend des années, parce que ça prend des années à se rendre au diabète de type 2. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé du jour au lendemain. Ça a pris des années d'un mode de vie, d'un style alimentaire comme on fait, les Nord-Américains, donc comme on mange, c'est-à-dire de manger de 3, 6 fois, des fois plus que ça. Donc, on mange presque aux 2 heures, du matin jusqu'au soir, avec une alimentation majoritairement transformée, très, très, très haute en glucides, fait en sorte qu'éventuellement, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben notre corps, nos cellules ne fonctionnent plus bien, ferment la porte à l'insuline, et puis là, les problématiques commencent, les problématiques de santé commencent. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Souvent, les gens, quand ils commencent avec moi, se disent « Ça fait des années, Nancy, que je n'ai pas ressenti la faim. » Parce qu'encore une fois, on nous a inculqué, on nous a dit que, bon, on se lève le matin, il faut aller manger, hein, le déjeuner, le repas le plus important de la journée. Faim, pas faim, tu manges pareil. Alors, on mange pour dîner, puis on mange pour déjeuner, puis après ça, on mange une collation. Même si on n'a pas faim, ce n'est pas grave. La collation est là, est à la portée de la vue, fait qu'on en mange. Puis on a appris aussi à manger une collation, fait qu'on a comme continué dans cette habitude-là. Puis là, ben, il arrive l'heure du dîner à midi, ben, on dîne. Tout simplement, on ne se pose pas la question, j'ai-tu faim, j'ai pas faim, on mange. Puis souvent, la faim, l'envie de manger va venir juste parce que c'est l'heure. Puis là, ben, dans l'après-midi, on a une baisse d'énergie un petit peu, surtout si on a mangé des produits transformés sur l'heure du dîner. Ça fait qu'on a une baisse d'énergie. Ça fait qu'à 2 heures, on va aller chercher une barre de chocolat ou quelque chose pour, nous booster d'énergie parce qu'on a la croyance que c'est la nourriture qui nous donne de l'énergie, qui est tout à fait faux. Oui, elle nous en donne, mais ce n'est pas cette énergie-là qu'on a besoin à 2 heures l'après-midi. Puis là, ben, après ça, on va souper encore une fois. Et souvent, on a vécu beaucoup de stress durant la journée. Ça fait que même on va arriver à la maison, on va se jeter dans la nourriture avant même de souper.
Puis durant la soirée, en regardant la télévision, bien, on a probablement appris puis développé l'habitude de manger devant la télévision pour X raisons. Alors, on va manger comme ça jusqu'au souper. Ça fait que la ghrelin, là, elle est tout débalancée. Parce que principalement, la ghrelin, elle est à son taux le plus bas le matin. Elle commence à monter aux alentours de midi à peu près. Elle va augmenter, elle va être à son taux le plus haut à 8 heures. Et puis ensuite de ça, elle va redescendre. Fait que techniquement, quand on écoute notre corps, on devrait avoir faim entre midi, 1 heure, 2 heures et 8 heures. C'est la période où est-ce qu'on devrait avoir faim, et non pas à 8 heures le matin. Mais parce que, encore une fois, par nos habitudes alimentaires, on est toutes déréglées, bien notre ghrelin est toute déréglée. Ça dérègle aussi notre flore intestinale. Et justement, ce que je regardais avec une des personnes que je suis, la flore intestinale, en fait, il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, et c'est la partie où est-ce que les nutriments sont absorbés. Et c'est aussi à travers notre flore intestinale que les neurotransmetteurs de nos hormones sont fabriqués, dont la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui régule notre humeur. Et puis, il y a un docteur Mayer, qui est un professeur en médecine, physiologie et en psychiatrie, qui a dit que la majorité des patients souffrant d'anxiété et de dépression présentent des altérations au niveau de leur fonction gastro-intestinale. Alors, c'est de plus en plus prouvé qu'une mauvaise flore intestinale, qui est principalement faite de cellules, donc les cellules de notre flore intestinale, qui ont reçu toutes sortes de produits transformés, principalement de toxines, s'inflamment et puis ne fait plus son travail comme elle devrait faire. Alors, on développe toutes sortes de problématiques de dérèglement au niveau hormonal et même au niveau de notre humeur. Et puis, le sommeil, très important aussi d'en prendre compte parce que c'est à travers le sommeil qu'on récupère. Nos cellules récupèrent à travers notre sommeil. Mais lorsqu'on n'a pas un sommeil récupérateur, donc où est-ce qu'on transporte notre stress durant notre sommeil, eh bien, le cortisol, qui devrait être le cortisol, qui est l'hormone de stress, qui devrait être à son taux le plus bas durant le sommeil, bien, va commencer à s'activer. Et puis, c'est ce qui va faire en sorte que quand on va se réveiller, on va avoir une baisse d'énergie et on va avoir plus tendance, quand le cortisol est élevé le matin, on va avoir plus tendance à se tourner vers la nourriture, puis surtout vers des aliments qui sont associés au réconfort. Alors, je vais juste arrêter pour l'instant, quelques minutes pour voir, est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous saviez? Est-ce que c'est des choses que vous ne saviez pas? J'aimerais vous entendre par rapport à ça, vous lire en fait. Puis c'est peut-être que si quelqu'un veut parler, vous pouvez peut-être lever la main comme ça parce que je ne vous vois pas tous. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que l'information de votre corps, c'est quelque chose que vous savez? Est-ce quelque chose que votre médecin vous dit? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Ou non? La flore intestinale, c'est le microbiote. Le microbiote, oui, c'est le microbiote. Oui, absolument. C'est d'autres mots. Oui, vas-y, Lise. Oui. Moi, c'est concernant le diabète de type 2. Est-ce que c'est vrai? Moi, je me suis fait dire ça par une infirmière que si la personne a le diabète de type 2, ma mère biologique l'avait, l'infirmière me disait, tu as 50 que tu ne peux pas changer, mais l'autre 50 dépend de tes habitudes alimentaires. Oui, c'est ça. Donc, dans nos problématiques, il y a toujours un côté, il y a plusieurs problématiques de santé qui va avoir, il appelle ça une incidence familiale, okay, ou héréditaire. Okay? Maintenant, même si vous avez le gène de cette problématique-là, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement le développer. C'est définitivement votre environnement. Donc, quand on parle d'environnement, c'est nos habitudes de vie qui va faire en sorte que cette incidence-là, ce gène-là va se développer ou pas.
Mhm. OK? Donc, le fait de savoir que oui, c'est d'incidence familiale, bien, en fait, c'est la raison pour laquelle je veux que ces messages-là passent aux gens de plus en plus jeunes, parce que plus qu'on est jeune, plus on peut faire quelque chose pour empêcher que ça se développe. Puis, si on le prend très tôt, on peut le renverser. Plus que ça fait longtemps qu'on l'a, plus que c'est difficile. OK. OK? Mhm. Donc, oui, il reste que, même si tu aurais à vivre avec cette problématique-là longtemps, le reste de tes jours, il reste que tu peux très bien réguler le plus possible. Parce que, D'accord. en fait, c'est pas le diabète de type 2, c'est vraiment une maladie métabolique qui peut occasionner, s'il n'est pas réglé, peut occasionner d'autres problématiques au niveau de la vue, au niveau des pieds, au niveau de la circulation. Il y a d'autres problématiques qui peuvent en découler si la problématique comme telle n'est pas régulée en soi. D'accord. Donc, la réponse est oui, absolument. Il y a des maladies, il y a des problématiques, des troubles qui ont une OK. part d'hérédité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK, ça fait que Glenn, il dit bonne révision. Donc, j'ai appris la charte des cellules. OK, super. OK. Fait que donc, il y a le côté cellulaire qu'on doit prendre en compte quand on parle de notre corps, puis quand on parle de perte de poids, prise de poids. Et il y a aussi, donc ici, c'est un petit peu un résumé. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, les conséquences de nos habitudes alimentaires nord-américaines. Bien, donc, le taux de glycémie qui est élevé, le taux d'insuline qui est élevé. Il va y avoir prise de poids, naturellement, qui est avec ça, résistance à l'insuline, diabète de type 2. Ensuite, c'est notre foie, parce que notre foie aussi, lorsqu'il reçoit beaucoup de toxines, beaucoup de produits transformés, à un moment donné, on va développer le foie gras. C'est une des problématiques qui est très courante. Donc, il y a trop de sucre, il y a trop de gras et trop de sucre dans le foie. Il y a des toxines intestinales, donc ça nous amène l'inflammation. L'inflammation nous amène de l'arthrite, parce que de l'arthrite, c'est de l'inflammation. La maladie de peau, c'est directement relié à notre flore intestinale. Système immunitaire qui est accaparé avec beaucoup de toxines, puis les cellules qui sont entravées aussi. Haute tension artérielle à travers notre alimentation aussi. Éventuellement des troubles cardiaques, puis même des troubles neurologiques. Okay? Alors, au-delà de la prise de poids, moi, le message que j'envoie aux gens, c'est que la prise de poids, c'est un symptôme, mais au-delà de ça, c'est la santé. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ton corps qui n'est pas en santé. Et si tu n'en prends pas en compte, bien, ça va s'aggraver, ça ne va pas s'améliorer. Et ce n'est pas une restriction alimentaire qui va te régler ta glycémie ou qui va te régler le fait de moins manger de bonbons, par exemple. Okay? On va dire ça comme ça. Juste moins manger de bonbons. J'en mange juste une fois de temps en temps. Ça ne va pas régler ta glycémie. Ça ne va pas régler ton insuline. C'est vraiment une transformation. C'est vraiment comprendre que ce n'est pas la restriction. C'est que j'ai besoin de guérir mon corps. Puis une fois que mon corps il est guéri, puis que mes cellules fonctionnent bien, là, je vais pouvoir, oui, faire des choix. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus manger de bonbons ou de chocolat ou de sucreries de notre vie, mais il y a une différence entre le 80 où est-ce que c'est ça qu'on mange versus du 20 où est-ce qu'on nourrit nos cellules de nutriments et on fait le contraire. Donc, ce que je prône aux gens, c'est on fait du 80-20, mais 80 d'aliments vrais, que tu nourris vraiment tes cellules, que tes cellules ne sont pas en famine, et 20 du temps, tu peux te permettre des petites gâteries à l'occasion et non pas le contraire. Okay? Et la fameuse question à pourquoi c'est si difficile de changer nos habitudes et de façon durable, c'est principalement à cause de notre psychologie. Donc, à l'intérieur de nos habitudes, comme je vous ai dit, on a grandi, okay? On a grandi avec des façons de faire. Nos parents nous ont enseigné des façons de manger parce qu'eux autres avaient appris cette façon de manger-là de leurs parents. Donc, on a tout simplement, puis la société nous a enseigné plein de choses au niveau de qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger. C'est qu'à un moment donné, il fallait manger léger parce qu'on y disait que si on mangeait trop de gras, on développait des problèmes au niveau cardiaque.
On s'est aperçu par après, parce qu'en fait, dans les études, hein, c'est qu'il y a des études qui sont biaisées, de un, parce que les scientifiques sont payés, parce qu'en fait, hein, les études ont besoin d'être payées. Alors, sont payés par soit des écoles de pensée ou des compagnies en particulier. Puis quand les compagnies en particulier investissent pour faire des études, bien, naturellement, ils veulent entendre les choses qui sont en relation avec ce qu'ils vendent. Alors, souvent, c'est ça qui se passe. Fait que Dieu merci, il y a des méta-études qui, eux autres, font l'analyse des autres études pour un petit peu nous donner leur juste. Mais c'est la raison pour laquelle, d'année en année, il y a de nouvelles découvertes qui nous disent que, bon, bien, qu'est-ce qu'on faisait là, 10 ans? Bien, c'est plus ça la vérité. Fait que c'est un peu la quête que je me suis donnée de chercher exactement la vérité, mais au niveau cellulaire. Donc, plutôt que de se référer à ben, tel aliment, mange tel aliment, puis ça va te faire maigrir, puis ou mange pas tel aliment parce que c'est ça qui fait engraisser. Si on va voir au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est ça qui nous amène un peu ça nous aide à démystifier puis un peu mieux comprendre bien, où est-ce que je vais m'enligner pour savoir bien, qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, il y a beaucoup d'expériences passées, de croyances. Il y a aussi des associations qu'on a faites avec la nourriture. On a grandi, donc, supposons l'association la plus commune, c'est on va manger, on va au cinéma, on va voir un film, bien, qu'est-ce qu'on prend? On prend un popcorn. Je suis allée au cinéma avec mes petits-enfants. Puis, mon conjoint et moi, ben, on est là-dedans, ça fait des années maintenant. Puis, ben, on va au cinéma, puis on ne mange pas de popcorn. Puis, c'est bien correct de ne pas manger de popcorn. C'est comme, ça ne fait plus partie de nos habitudes. Fait que nos petits-enfants, ben, eux autres, ils voulaient avoir un popcorn. Fait que le soir, leurs parents leur demandent, puis qu'est-ce que vous avez fait, puis ça. Puis, les enfants ont dit, ben oui, nous autres, on a mangé un popcorn. Puis, Nana, moi, il m'appelle Nana. Nana puis grand-papa Pierre, ils n'ont pas mangé de popcorn, puis ils trouvaient ça bien bizarre, comment ça se fait qu'eux autres ne mangeaient pas de popcorn. Fait que donc, il y a des habitudes qu'on a eues, des associations qu'on a faites. La nourriture, elle nous donne du réconfort, elle signifie la récompense. Ça peut être associé à un manque d'amour, ça peut être associé à j'ai peur de perdre, surtout si on a vécu dans la restriction. Moi, l'hyperphagie était principalement relié à, ben moi, je n'avais pas le droit, c'est que je me suis donné le droit. Puis à un moment donné, ben, dans ma tête, c'est comme, ben, j'ai peur de perdre, de manquer quelque chose, fait que c'est comme, fallait que ça rentre. Alors, ça devient irrationnel parce qu'en fait, le cerveau inconscient, lui, il fait juste enregistrer des données tout simplement. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il fait juste évoluer au fur et à mesure qu'on a des expériences qui s'ancrent. Et j'appelle ça, ça devient des racines profondes. Mais quand on veut, quand on a une mauvaise herbe sur notre gazon, on ne peut pas juste la couper, la mauvaise herbe. Il faut l'arracher, il faut la défaire, cette racine-là, si on ne veut pas qu'elle repousse. C'est un peu la même chose au niveau des habitudes alimentaires. On a besoin d'en être conscient pour vraiment enlever la racine qui nous garde dans cette mauvaise habitude qu'on sait, qu'on reconnaît qui n'est pas bonne pour nous, mais qu'on y revient continuellement. Alors, la psychologie, c'est ça que je dirais qui est la différence, la compréhension du corps, puis la compréhension et le changement au niveau psychologique, c'est complètement différent de ce que le style de diète et de régime présente. Parce que ce n'est pas la restriction, on ne met pas l'emphase sur la restriction, on met l'emphase plutôt sur qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi les éléments de base qu'on a besoin de mettre en application qui va faire en sorte qu'on va guérir nos cellules, on va rétablir notre glycémie, on va rétablir notre taux d'insuline à la normale, on va faire en sorte que notre flore intestinale va se guérir, on va faire en sorte que notre ghrelin, donc on va ressentir la faim, on va reprendre le contrôle de nos signaux parce que le corps, je dirais, on en a des signaux de faim, de satiété, il faut tout simplement réapprendre à les reconnaître. Donc, quand on apprend à guérir tout ça, puis on change nos associations, bien là, on développe des habitudes durables. Ce qui m'amène à vous parler, bien, souvent les gens me demandent, OK, on fait quoi? Comment on change ces habitudes-là? Eh bien, c'est au niveau de
les 8 éléments de base de transformation durable. Le premier élément, qu'est-ce qu'on a absolument, absolument besoin? C'est d'avoir un désir intense d'être. Au-delà de « je veux perdre du poids », « je veux perdre 20 livres », « je veux perdre 40 livres ». Puis en plus de ça, le cerveau, quand il entend « perdre », bien, il n'aime pas ça, « perdre ». Okay? Perdre, c'est un mot à connotation négative. Et le cerveau n'aime pas perdre. Donc, et la perte de poids, quand le focus est sur la perte de poids, quand on a, puis qu'on a comme barème la fameuse balance, quand le chiffre ne descend pas aussi vite qu'on veut ou comme on veut, on se décourage. Et ça, c'est tout à fait normal. Et là, je vais vous donner une information super importante que j'ai appris, que j'ai expérimentée lors de mon jeûne de 21 jours. C'est qu'on a la croyance que le chiffre sur la balance détermine si oui ou non on a bien fait, on a posé les bonnes actions durant la semaine. Puis des fois, on est découragé parce qu'on croit qu'on a bien fait durant la semaine, puis finalement, la balance, elle ne nous donne pas le chiffre qu'on veut. Il faut prendre en considération que la balance, là, c'est le poids de tout votre corps, qui inclut vos muscles, vos os, votre inflammation, votre rétention d'eau et votre masse adipeuse, donc la masse graisseuse. Donc, lorsque vous prenez du poids ou vous perdez du poids, donc le chiffre de la balance fluctue, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez soit perdu la masse graisseuse ou que vous avez pris la masse graisseuse. Et ça, l'expérience, je l'ai faite, c'est quand j'ai fait mon 21 jours de jeûne, donc on était en jeûne, on ne mangeait pas, okay, c'était seulement du bouillon qu'on prenait, on ne mangeait pas, et on nous pesait à tous les jours. Et à tous les jours, je fluctuais. Et on calculait ça vraiment en grammes. Donc, je pouvais fluctuer des fois de 100 grammes, des fois de 200 grammes, des fois de 300 grammes, à la hausse ou à la baisse. Alors, j'avais demandé au médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait vraiment? Parce que pourtant, je ne mange pas. Je devrais techniquement baisser. Il dit, oui, c'est sûr que tu perds. Tu maigris, c'est sûr. En ne mangeant pas, c'est sûr que tu maigris. La moyenne, c'est 200 grammes par jour que tu perds de masse graisseuse. Mais il reste que quand on prend le poids, c'est on prend tout en perspective. Alors, dépendamment de ce que tu as fait, c'est que si tu t'es entraîné, parce que oui, même en jeûne, on s'entraînait. Alors, dépendamment si tu t'es entraîné, dépendamment si tu étais au soleil puis ton corps a retenu de l'eau, dépendamment si tu as bu beaucoup d'eau, si tu n'en as pas bu beaucoup, bien, tout ça va fluctuer. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, j'enseigne à mon monde, c'est pesez-vous comme référence la première fois que vous travaillez avec moi ou prenez-vous un poids de référence, puis après ça, serrez votre balance et référez-vous à d'autres éléments, d'autres références parce que ça va vous décourager. Puis de toute façon, ce n'est pas la réalité qui se présente sur le chiffre de la balance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous passer comme information, c'est qu'il a été véhiculé la croyance qu'on devrait normalement perdre 1 à 2 livres par semaine. C'est complètement faux. Vous allez perdre beaucoup de poids au début. Quand vous entamez votre cheminement, oui, vous pouvez perdre beaucoup de poids au début, c'est de l'eau que vous perdez. Parce qu'au moment où est-ce que vous faites une transformation dans votre type, dans la qualité de votre nourriture, votre corps va laisser aller l'eau qui a retenu du fait que les produits transformés sont très hauts en sel. Alors, le corps fait de la rétention d'eau quand on mange haut en sel. Donc, oui, il va y avoir cette perte d'eau-là. Ça fait qu'au début, vous êtes tous contents parce que vous perdez 5-6 livres, peut-être même 10 livres très rapidement. Mais ça, c'est juste de l'eau. C'est pas encore, le corps n'a pas encore entamé, n'a pas encore compris comment, OK, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ce qui est, donc, quand j'étais en jeûne, la normale, c'était le corps laissait aller 200 grammes de masse graisseuse par jour en jeûne. Donc, ça faisait 1,4 kg durant la semaine. Ça fait que ça fait à peu près ça, 2-3 livres par semaine, mais à jeûne. Donc, il faut se poser la question, quand on mange, ben, ça ne fait pas de sens de perdre 2-3 livres par semaine. Okay? Donc, ce qui fait plus de sens, c'est 2-3 livres par mois en transformant nos habitudes alimentaires et nos habitudes de vie, donc transformer notre mode de vie. Ce qui est normal, à peu près, de masse graisseuse, c'est 2-3 livres
par mois. Donc, les gens qui croient que ça devrait aller plus vite ou qui regardent les autres et se disent « Ah, ben oui, mais elle a perdu vite » ou « Elle, ça fait ci » ou « Elle, ça fait ça », sachez que, là, maintenant, vous connaissez votre corps, sachez que même si la mécanique de notre corps fonctionne de la même façon d'une personne à l'autre, il reste qu'on est toutes individuelles parce que nos cellules, nos cellules ne sont pas toutes endommagées ou en santé de la même façon. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se comparer aux autres. On peut écouter, voir qu'est-ce qui fait du sens, sur qu'est-ce qu'ils ont mis en application, puis pourquoi, mais vous allez vous apercevoir que les gens qui perdent du poids et que ça dure dans le temps ont tous fait une transformation au niveau de leur mode de vie. Tous, toute la gamme. Alors, ça prend un désir intense d'être. D'être quoi? D'être en santé, d'être bien dans sa peau, d'être libéré. Il faut vraiment prendre la décision de « je me libère » de tout ce qui m'empêche d'être bien, de me sentir bien, d'être bien dans ma peau, de me sentir libre, puis de me sentir en santé. Okay? Donc, la décision, c'est la première étape, au-delà de « je veux perdre ». Okay? Donc, il y a une différence entre « je veux être » et « je veux perdre ». Okay? Le deuxième élément super important, c'est qu'il faut savoir pourquoi, il faut associer. On ne le fait pas juste parce que la société nous dit que c'est la beauté, c'est d'être mince. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on ne le fait pas pour notre conjoint, on ne le fait pas pour notre père, notre mère. On ne le fait pas pour personne d'autre que pourquoi c'est important pour moi. Votre pourquoi va être votre tremplin motivateur. Si vous n'avez pas un pourquoi solide, les gens qui me posent la question, la procrastination. Moi, je procrastine, Nancy. Je le sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je le sais, qu'est-ce que j'ai besoin de bouger plus. Je sais que j'ai besoin de changer telle habitude. Je le sais tout ça, mais je procrastine, je ne le fais pas. C'est parce que votre pourquoi n'est pas assez fort. Il n'est soit pas en lien avec vous-même. Donc, vous ne vous donnez pas assez de valeur, vous ne vous donnez pas assez d'importance. Donc, il n'est pas en lien avec vous-même, il n'est pas assez fort, ou vous avez beaucoup d'anxiété axée sur un résultat, vous avez un résultat, donc votre objectif, ce n'est pas d'être quelque chose, votre objectif, c'est de perdre un certain nombre de livres, et il y a tellement d'écart en ce que vous voulez perdre et où est-ce que vous êtes présentement que vous vous découragez déjà en partant. Fait que votre pourquoi, il n'est pas attribué à votre être, il est plus attribué à quelque chose qu'il faut absolument que j'atteigne, mais je ne sais pas comment je vais y faire parce que c'est trop grand, donc il y a trop d'anxiété. Alors, allez-y avec un pourquoi basé sur qu'est-ce que vous voulez être et très solide basé sur vous-même et un pas à la fois, vous allez y réussir avec les autres éléments. Okay? Troisième étape, c'est très important de prendre conscience. On ne peut pas changer ce qu'on n'a pas pris conscience. Donc, prendre conscience, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je me tourne vers la nourriture? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ouvre mon réfrigérateur maintenant, puis je mange? Est-ce que c'est parce que je sens la faim? Est-ce que c'est parce que c'est l'heure de manger? Est-ce que c'est parce que je viens juste de vivre quelque chose d'émotionnel, puis j'ai besoin de remplir un vide? C'est la raison pour laquelle je mange. Qu'est-ce qui fait que je mange le soir en revenant de travailler? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin puis je mange tout simplement parce que? Donc, parce que c'est la routine, parce que c'est l'habitude. Donc, c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez développé la psychologie et les habitudes que vous avez présentement. Parce que si vous ne prenez pas conscience, encore une fois, vous allez vous fier à Pierre Jean-Jacques, puis là, vous allez vous apercevoir, bien, comment ça se fait? Elle, ça fonctionne, moi, ça ne fonctionne pas. Bien, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas été éduqué de la même façon, vous n'avez pas à développer les mêmes habitudes nécessairement, vous n'avez pas développé les mêmes habitudes au niveau psychologique. Donc, c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans votre réalité. Ensuite de ça, les connaissances et la compréhension, c'est très important parce que le cerveau inconscient, il ne pense pas, il ne réfléchit pas, mais quand on veut changer quelque chose, on a besoin d'en faire un sens. Si on ne fait pas de sens, bien, on se tourne vers toutes sortes de choses avec un espoir.
Donc, je vais essayer tel aspect, je vais essayer telle diète, je vais essayer tel régime, je vais essayer tel produit, je vais essayer telle chose parce que ben, ils m'ont dit que ça a l'air à fonctionner. Fait que je vais l'essayer pour voir. Mais je ne comprends pas, ça fait pas il n'y a pas de sens qui est associé. Donc, quand il n'y a pas de sens associé, ben, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous présente une autre façon de faire, bien, vous allez l'adopter, vous allez l'essayer, tout simplement. Parce que vous dites, bon, bien, l'autre, je la laisse de côté, je n'ai pas trop compris, je ne sais pas trop, puis j'essaie quelque chose d'autre. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on saute d'un régime à l'autre, d'une diète à l'autre ou d'une façon de faire à l'autre sans comprendre vraiment pourquoi ça n'a pas fonctionné pour nous ou qu'est-ce qui a fonctionné pour nous. Parce que c'est possible que même dans ce qui est présenté, dans d'autres programmes ou d'autres façons de faire, qu'est-ce qui est présenté, il y en a des éléments qui sont bons. Mais si on n'a pas intégré la connaissance et la compréhension, bien, on saute d'un à l'autre et sans vraiment comprendre. Et puis, à un moment donné, bien, il faut interrompre des patterns. Il faut en prendre conscience de c'est quoi nos patterns néfastes et il faut les interrompre. Donc, que ça soit de manger à outrance, que ça soit de manger émotionnellement, que ça soit de manger par habitude, que ça soit de grignoter quand on n'a pas faim, que ça soit d'y donner plus, de donner plus à notre corps que qu'est-ce qu'il a de besoin, que ça soit de manger une piètre qualité de nourriture, que ça soit de manger, que ce soit la quantité, qui soit beaucoup trop que qu'est-ce que notre corps a besoin, parce que c'est une autre chose qui est important de prendre en considération. Une autre croyance qu'on a, on parle de métabolisme. Hein? Manger telle chose, ça va augmenter votre métabolisme. Faites tel exercice, ça va augmenter votre métabolisme. Je vais vous donner une petite notion là-dessus. Le métabolisme, c'est quoi le métabolisme? C'est l'ensemble des fonctions de vos systèmes de votre corps. Donc, c'est l'ensemble des fonctions respiratoires, cardiaques, immunitaires, transformation de votre nourriture, tout ce qui est transformation du glucose en gras, le grand glucose, tout ça. Là. Donc, tout ça, là, je vous épargne les mots longs comme ça, là, mais tout ça, ça fait partie de votre métabolisme. Okay? Et lorsqu'on vieillit, il est tout à fait normal de voir notre métabolisme ralentir. En fait, à partir de 30 ans, notre métabolisme diminue de 2 à 3 aux dizaines, donc à toutes les décennies. Alors, il est tout à fait normal de prendre conscience que notre corps demande moins d'énergie, on a besoin de moins manger à 50 ans qu'à 20 ans. C'est la même chose à 60 ans, c'est la même chose à 70 ans. Donc, prenez ça en considération. Même si vous faites plein d'exercices, même si vous prenez des produits quelconques, votre métabolisme, de façon normale, va diminuer. Votre corps demande. Okay? D'autant plus qu'il faut prendre en considération qu'on est beaucoup plus une société sédentaire que nos ancêtres l'étaient. Okay? Avant ça, même nos grands-mères faisaient tout à la main. Ils étaient debout du matin au soir à tout faire. Ma grand-mère, elle faisait son propre savon. Donc, les gens de nos ancêtres bougeaient beaucoup plus que nous, on le fait. Nous, aujourd'hui, tout est à la portée de la main. On est devant notre ordinateur presque constamment du matin au soir. Donc, c'est vraiment, il faut se stimuler pour aller bouger. Donc, il faut prendre en considération que notre corps n'a pas les mêmes besoins énergétiques que quand on était plus jeune. Et d'autant plus que quand nos cellules ne fonctionnent pas bien, bien, c'est une des raisons pour laquelle notre métabolisme n'est pas optimal non plus. Okay? Alors, non, il n'y a pas... Oui, il peut y avoir des éléments, des produits qui peuvent aider, mais c'est un aide. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas le seul facteur qui va faire en sorte que, oups, ça va augmenter votre métabolisme comme ça et tout d'un coup, vous allez vous mettre votre graisse va se mettre à fond. Okay? Donc, ça, c'est des fausses croyances qui sont véhiculées. Donc, oui, on va vouloir interrompre des patterns, mais on ne veut pas juste interrompre des patterns, on veut vouloir les remplacer. Parce que les associations, donc, pour vous donner un exemple, donc, supposons qu'on veut interrompre le grignotage le soir. Alors, j'avais une cliente qui, elle avait l'habitude de prendre du vin le soir, puis elle voulait diminuer sa consommation de vin. C'était vraiment le soir, puis elle buvait à tous les soirs. C'était associé à
relaxation. Donc, beaucoup de stress durant la journée. Tu es propriétaire d'entreprise, donc beaucoup de stress durant la journée. Le soir, c'était sa façon de se relaxer, un bon petit verre de vin devant la télévision. Alors, c'était son pattern. Elle voulait interrompre le pattern. Donc, on en prend conscience. Maintenant, on a besoin de remplacer. Puis quand on remplace, il ne faut pas faire des changements drastiques parce que le cerveau ne va pas l'accepter. Il va vous ramener, lorsque ça demande trop d'efforts, c'est menaçant pour le cerveau. Et le cerveau vous envoie, c'est trop menaçant, donc il vous envoie un message de survie que non, je veux revenir dans qu'est-ce qui est acceptable, dans qu'est-ce qui est confortable. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on essaie de faire des pas de géant, ça ne fonctionne pas. Il faut y aller avec des petits pas. Alors, ce qu'on a fait, la première chose, c'est qu'on a remplacé le vin par un autre breuvage, mais qui était beaucoup plus sain. Fait que j'ai posé la question, qu'est-ce qui ferait du sens pour toi? Puis elle a dit, une tisane. Finalement, il y a certaines sortes de tisanes que j'aime bien, puis il y a des tisanes qui, justement, sont relaxantes. Fait que on va associer, c'est la prochaine étape qu'on a faite, c'est qu'on a associé tisane égale relaxation. Donc, on a changé l'association qu'elle avait, vin égale relaxation. Fait qu'on a mis tisane égale relaxation. Et c'est le premier nouveau remplacement de pattern qu'elle a fait le soir pour tamiser pour diminuer son vin. C'est pas qu'elle ne prend plus de vin, pas du tout, mais on a commencé par interrompre ce pattern-là qui était faisable, qui était réalisable, et on a fait un remplacement, association et ancrage. Ça, c'est toutes des fonctions naturelles du cerveau que j'utilise. Donc, c'est des techniques PNL que j'utilise pour aider les gens à vraiment interrompre de façon permanente, de façon durable, des patterns qui sont des comportements qui sont néfastes, on les remplace et on les ancre. Et le dernier élément, et non le moindre, c'est un outil d'imputabilité. Un outil d'imputabilité, que ce soit un outil comme tel, ça peut être un calendrier, ça peut être des différents outils que je donne, ça peut être un groupe, ça peut être un programme. Imputabilité, c'est comme qu'est-ce qui nous permet de garder notre engagement. Okay? Parfois, certaines personnes vont me dire c'est difficile. Il y a des personnes que la discipline, ça va bien, sont capables de se discipliner eux-mêmes, aucune problématique avec ça. Il y a des personnes que c'est plus difficile de se garder discipliné. Alors, des outils d'imputabilité, c'est que ça te rappelle ton engagement, ça te ramène à ton désir, ça te ramène à ton pourquoi, et ça te permet de voir ton évolution. Donc, autre que la balance. Donc, la balance, ce n'est pas un outil d'imputabilité qui est vraiment motivant, c'est plutôt démotivant. Alors, on va utiliser un autre outil qui va te permettre de voir, ben oui, finalement, sur un espace de 12 semaines, par exemple, regarde, je suis capable de voir ma progression.